Welcome to Canada's podcast. Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Valentine Oyet et Albin Poignot de Linky Product. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Sandra. Ça nous fait super plaisir d'être là. Merci beaucoup pour ton accueil. Ça fait plaisir. Puis comme les gens peuvent le voir, on a deux personnes ici aujourd'hui. On essaie cette nouvelle formule podcast en trio. Et évidemment, la raison pourquoi on le fait ensemble, c'est que vous avez quand même une histoire qui est unique. Vous êtes non seulement partenaire d'affaires, mais également partenaire de vie. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'apprendre à connaître comment vous êtes lancés dans cette aventure-là ensemble. Peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, parfait, nous, on se lance et on crée Linky Product? Oui, en fait, je pense que le premier point, ça a été dans nos réflexions. On était tous les deux à Ubisoft en tant que product manager. Puis, dans nos réflexions, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, quelles que soient les entreprises où on travaille, on met en place les mêmes méthodes. Puis, la première étape, c'était pas vraiment on se lance en affaires, c'était, tiens, et si on mettait tous nos frameworks bout à bout, ceux qu'on aime beaucoup, ceux qu'on trouve efficaces dans nos équipes, et avec nos stakeholders, puis on les a publiés en fait sur un premier site web. Il a fallu trouver un nom en se disant il nous faut un nom de domaine, puis pourquoi pas Linky Product, le lien avec le produit. Puis ça a été ça il y a 2 ans en fait, en avril, de lancer cette page-là, puis voir si les gens téléchargent en fait notre framework. Puis après ça, je cherchais moi personnellement un nouveau challenge depuis un moment. Puis là, ça va être plus mon parcours à moi de quel est le déclic. En fait, j'étais product manager depuis 4 ans et demi dans la même équipe sur le même produit. Puis ça a été, c'est quoi mon prochain challenge? Où est-ce que je me projette? Puis je me projetais dans aucune entreprise. Puis c'est là où le déclic est venu de une entorse. C'est tout bête, mais une entorse le premier jour des vacances à dire tiens, j'avais envie d'un changement. Et puis, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire autour de tout ce qui est formation et coaching pour le product management? Parce qu'il y en a beaucoup besoin dans les entreprises. Puis ça, c'est mon déclic personnel de il faut se lancer. Et puis, le 1er août, j'étais en activité pour ma part. Donc, tu as une entorse, mais là, Albin, toi, tu t'es dit, là, Valentine a fait une entorse, je vais avoir besoin de la supporter, on va se supporter et je vais me lancer dans l'aventure aussi. Toi, ça s'est passé comment de ton côté, le déclic? Ouais, ça a été un peu différent. En fait, ça fait depuis de nombreuses années que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, depuis que j'ai 18-20 ans. Puis je cherchais activement une idée qui pourrait intéresser le marché et qui pourrait m'intéresser moi en même temps. Puis, comme on voit, j'ai mis de longues années avant de trouver cette idée-là. Puis, en fait, Valentine parlait de nos méthodes, puis c'est des choses que j'ai mis en place dans plusieurs entreprises. Puis on commençait les discussions en se disant, tiens, c'est rigolo, quelle que soit la taille de l'entreprise, on fait tout le temps la même chose. Peut-être qu'un jour, on pourrait lancer quelque chose ou on pourrait lancer une petite entreprise avec ça. Puis le moment où Valentine s'est fait cette entorse, on s'est dit, écoute, faut qu'on change quelque chose dans la façon dont on vit en ce moment, ça nous va pas. Puis cette idée qu'on avait derrière la tête de peut-être un jour lancer une entreprise, faut que ça devienne une réalité. Puis c'est maintenant. On a une belle occasion pour commencer. On voit quelque chose qui marche. On a une raison d'aller outre notre crainte de se lancer et de commencer à passer à l'action. Et puis voilà, ça n'a pas été beaucoup plus compliqué que ça pour qu'on se décide finalement que ça y est, c'est maintenant, on va y aller. Puis dans les 2 dernières années, c'est sûr que votre entreprise a évolué, vous avez évolué. Tu sais, ça ressemble à quoi la réalité d'un couple qui se part en affaires? C'est une réalité particulière. Nous, on l'aime beaucoup. Bon, c'est une question qui revient assez régulièrement. À quoi ça ressemble votre quotidien de couple? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes plus des partenaires de vie ou des partenaires d'affaires? Pour moi, on est les deux. On parle travail, on parle de notre vie commune aussi. C'est sûr qu'il y a un enjeu d'un moment, arrêter de parler de travail. Le grand enjeu, c'est le soir, souvent. C'est là le plus compliqué. Si on a un qui a envie d'arrêter et que l'autre est encore en train de travailler, on va avoir tendance à se soutenir mutuellement et à jamais trop s'arrêter. Donc, c'est une gymnastique personnelle de s'assurer qu'on va finir par prendre une pause. Donc, ça fait partie des challenges. Il y a des bons côtés aussi. On peut penser à la synchronisation des vacances. Il n'y a plus vraiment d'enjeu.
on peut s'arranger correctement pour que ça marche bien. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait les forces de chacun. Puis, tu sais, c'est vraiment une confiance entre guillemets aveugle là. Ça a été aussi assez naturel parce qu'on se connaît vraiment beaucoup. Puis, comme tu vois, on aime bien rigoler aussi. Donc, ça fait que notre quotidien, on n'a pas trouvé ça. C'est une grosse rupture non plus parce que quand on s'est lancé, c'était en pleine pandémie. Donc, on travaillait de la maison de toute façon. Donc déjà, on avait déjà un rythme qui s'était mis en place à être tous les deux de la maison, parce que là, on est encore de la maison. Puis c'est ça le truc, c'est que la répartition s'est fait assez naturellement aussi dans nos rôles. Albin, il est très orienté finance, stratégie, et puis c'est lui qui est la plume en fait derrière notre binôme. Et moi, je vais vraiment avoir toute la partie visuelle et la partie aussi stratégique, facilitation. Donc la répartition, elle est, moi, l'opérationnel, c'est quelque chose qui vient pas mal me chercher aussi dans le quotidien. Donc la répartition, elle se fait naturellement, mais parce qu'on se connaît vraiment très bien aussi. Donc c'est une sacrée force aussi d'attaquer en fait ce genre de nouveaux défis à deux. Puis c'est sûr qu'on a dû se régler, c'est aussi de voir les limites, savoir les exprimer, de dire tu sais là ça y est, j'en peux plus, faut arrêter pour la journée pour moi. Puis c'est tout ce côté aussi de limite personnelle à savoir exprimer au bon moment, c'est avant que ça devienne trop imposant. Puis pareil, là moi j'ai la chance que Albin c'est quelqu'un qui travaille très vite, puis un temps de concentration très focus, puis des fois il me dit non mais là il est 16h 17h, j'ai le cerveau qui est fini, alors que moi j'aurais été peut-être à me lancer en affaires toute seule, à peut-être travailler très tard parce que j'ai une capacité de travail et donc finalement ça s'équilibre parce qu'il m'influence positivement à ce niveau-là aussi pour savoir prendre une pause et tu sais pas travailler non plus 24/24. Donc vraiment la communication est importante, bien répartir les tâches, être capable de respecter là, le niveau de, comme on dit, là j'ai le cerveau, là, ça marche plus, il faut qu'on prenne une pause, de respecter que, OK, c'est un time-out, puis on reprend, on sait qu'on va se revoir demain matin de toute manière. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr que ça vient nous chercher dans le quotidien un peu tout le temps, parce que ça reste que c'est un gros défi. Puis en fait, moi, je me suis lancée en août et Albin m'a rejoint à 100% dans l'aventure en mars. Donc, ça a été aussi le déclic, c'est que quand je me suis fait cette entorse-là, et pour se dire, oui, c'est pas risqué, puis oui, on peut y aller, c'est que Albin, lui, restait en poste et puis assurait la partie financière. Mais tu sais, le soir même, quand on s'est dit, bon, attends, il y a quelque chose là, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais c'est aussi financièrement, comment on sécurise. Et on a fait les calculs très vite, en fait. Combien on a besoin pour gérer les factures, le condo, vivre sans non plus trop se priver en ayant une vie correcte. Là. Et ça a été de faire ces calculs et de se dire, en fait, avec un salaire, on peut commencer. C'est pas une grosse prise de risque. C'est quoi un nom de domaine? C'est vraiment pas très coûteux. C'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'on est en tech. Donc, c'est pas très coûteux de se lancer. Avec une boîte mail, un site web et puis quelques outils potentiellement que tu rajoutes au fur et à mesure, tu peux très vite te lancer et faire une page web en 3 heures. Oui, j'entends bien que justement, là, le passage à l'action a été réfléchi. Oui, par un événement, mais aussi réfléchi par la suite pour s'assurer qu'on est capable de le... Mais je pense que, je pense que c'est quand même une hypothèse, mais je pense que c'est quand même vrai de dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être rester dans ce moment-là de dire, là, je cherche l'idée et là, mais les finances, mais comment ça va fonctionner? Tu sais, vous, là, vous l'avez dit plus tôt, tu sais, passer à l'action, on a dit, c'est le moment. Justement, vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, vous, c'est quoi un message que vous voyez dans l'industrie, justement, de la tech que les gens passent à l'action? Tu sais, c'est qu'est-ce qui fait, là, c'est quoi les composantes qui font que les gens passent à l'action ou ne passent pas à l'action puis tombent peut-être dans une roue sans fin? Les composants de ne pas passer à l'action, on en voit beaucoup. Il y en a un qui est majeur souvent, quand on parle d'entrepreneuriat en tout cas, c'est beaucoup la peur du futur. On sait pas où on va, puis c'est le concept même de l'entrepreneuriat, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Donc oui, on espère qu'on va avoir des contrats, oui, on espère que ce sera la bonne somme, le bon tarif, mais on ne sait pas. Puis nous, notre façon d'aller autour de ça, c'était de faire les calculs de combien on avait besoin, de se rendre compte que c'était moins que ce qu'on pensait, qu'on pouvait vivre avec moins d'argent que prévu, que donc on pouvait réduire nos revenus bien plus que ce qu'on avait prévu au départ.
Puis ensuite de se dire, tu sais quoi, je pense que si ça marche pas, si j'ai 3 à 6 mois d'économie quelque part, ben c'est pas grave, je pourrais trouver un travail. On a fait ça, ça veut dire que nous, on a retiré tout notre stress, toute notre peur de l'inconnu, s'est envolé avec ça, en disant, OK, c'est bon, mais mon budget, c'est bon, je vais pouvoir continuer à manger et vivre tranquillement chez moi, sans devoir aller déménager dans un condo qui me plaît pas et être obligé de pas manger ce que je veux le soir. Puis une fois qu'on avait ça, on s'est dit, maintenant, c'est juste le fun. Je peux faire ce que je veux. J'ai de l'argent pour juste avoir mes trucs normaux. J'ai juste à aller chercher des nouveaux contrats et des nouveaux clients. Bon, bah là, à partir de là, il y avait plus de raison de pas passer à l'action. Tout est là. Il y a juste du fun devant parce qu'on a géré toute la partie pas drôle. Donc, c'est un des plus gros points qu'on voit, qu'on entend des entrepreneurs qui se lancent pas. C'est je suis pas sûr. Et puis, en fait, on le saura jamais. On devient jamais sûr. On peut juste réduire son niveau de crainte et son niveau de peur. C'est juste une émotion très personnelle. Quel que soit le moyen qu'on arrive à réduire ce niveau de peur, c'est un des premiers freins qu'on voit chez les entrepreneurs qui ont du mal à aller de l'avant. Je pense que c'est aussi de tester, justement, de se dire ça ne sera jamais parfait. En tout cas, nous, on est dans le produit et le produit numérique et c'est jamais fini, c'est jamais parfait. C'est même les plus grands de l'industrie sont toujours en train de faire un petit ajustement, de tester une nouvelle chose, voire de tester un nouveau produit à côté. Il y a tout le temps du test. Et tester, c'est ça, comme tu dis, le passage à l'action, là. La peur de pas poster son premier post sur les réseaux sociaux parce que c'est pas le beau visuel ou parce qu'il est peut-être pas parfait. Et ben, ça fait que du coup, tu retardes le moment où tu vas justement avoir des premiers feedbacks. Donc, toute cette notion-là de, mais vas-y, mets un site web, tu as une première présence et cette première présence, bah, du coup, et tes premiers échanges, ça va faire que tu vas avoir des feedbacks. Sans feedback, tu peux pas avancer, tu vas réfléchir que toi tout seul. Et donc, on a déjà croisé des entrepreneurs qui veulent faire le produit parfait, puis qui sont à 2 ans et qui ont toujours rien mis sur le marché, même pas un site web. Et puis, pour nous, là, c'est juste frustrant de se dire, mais en fait, c'est comme pas 2 ans de perdu parce qu'ils travaillent, mais sauf que c'est 2 ans où ils ont zéro comme boucle d'itération, d'amélioration, de sortir une première petite chose, et puis pourquoi pas de commercialiser aussi une première chose. Donc comment un premier revenu peut quand même arriver, parce que c'est ça aussi, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est nous, on investit du temps, c'est beaucoup du temps, on n'est pas allé chercher des financements, donc c'est notre savoir-faire beaucoup qu'on vend pour l'instant. Mais notre but, c'est d'être rentable. C'était que quand est-ce qu'Albin pourra me rejoindre? Et si on réfléchissait pas comme ça, puis qu'on attendait pendant 2 ans que par exemple, notre formation soit parfaite, puis qu'on adresse toutes les personnes et les styles de personnes et d'orientation de carrière, on en serait encore à zéro et on n'aurait pas itéré. Et en fait, on n'aurait pas itéré, donc on n'aurait pas pivoté, puisqu'au début, on a fait du B2C avec de la formation pour les gens. Puis finalement, on s'est rendu compte que là, on avait beaucoup de valeur et de l'impact. C'est pour aider les entrepreneurs justement à clarifier leur vision et passer à l'action. Et toute cette loupe de tests est tellement essentielle, d'écouter tes clients, d'interviewer les gens. C'est aussi les meilleures, je trouve, recommandations de quand je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui est déjà passé par là? C'est ça qui est super aussi enrichissant, c'est de rencontrer d'autres personnes parce que leur expérience, ils ont eu des embûches, puis ils te les partagent. Un peu ce que vous faites avec le podcast, c'est genre qu'on puisse partager chacun comment on est arrivé là, puis qu'est-ce qui a été comme point dur et comment on s'en est sorti en fait de ça. Tous ces apprentissages-là, c'est aussi en faisant des interviews, que ce soit tes clients, tes prospects ou des gens qui sont déjà passés par là, c'est une mine d'or. Puis vous, en faisant toutes ces entrevues-là, en 2 ans, vous avez dû parler avec beaucoup de gens, rencontrer beaucoup de personnes, parler avec d'autres entrepreneurs. Tu sais, ça a été quoi le ou les meilleurs conseils que vous avez reçus, que vous aimeriez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent? Moi, je pense qu'il y en a un qui m'a particulièrement ouvert les yeux. J'ai rencontré quelqu'un, j'avais envie que cette personne soit mon mentor, donc je suis allé prendre des cafés, discuter un peu, puis j'ai expliqué ce que j'avais en tête, puis ce que j'étais en train de bâtir. C'était juste une page web, juste un petit quelque chose, une activité sur le côté, puis cette personne-là, au bout de 15-20 minutes, me dit, en fait, elle est déjà lancée ton entreprise, c'est ça. Ça y est, c'est parti. Et ça a fait partie d'un déclic en disant, en fait, c'est ça. Ça y est, c'est en train de se produire. Il n'y a pas besoin que je sois la plus grosse entreprise de formation ou la plus grosse entreprise de consultation en stratégie. J'ai juste besoin de faire un premier pas et éventuellement,
je pourrais aller avoir quelque chose de plus gros plus tard, mais là, elle est là, mon entreprise. L'entrepreneuriat, il commence là avec un tout petit pas, un tout petit début. Puis ça a probablement été un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Puis c'est ce qui a lancé tout le reste après, tout notre mindset, toute la façon dont on voit l'entreprise est probablement partie de là. Toi, Valentine? Mais moi, je réfléchissais, justement, j'étais contente qu'Albin commence. Je crois que c'est à plusieurs reprises, plus pour travailler la confiance en soi, en fait. Quand tu rencontres des gens puis qui te font des feedbacks sur comment tu approches, ça fait plusieurs fois qu'on me dit oh là là, ton discours est très structuré. Puis on me l'avait déjà dit quand j'étais employée, mais tu sais, c'est le côté travail et confiance en soi, c'est toujours quelque chose que moi j'ai toujours un petit combat là personnel de légitimité, de savoir ce que j'apporte, ce que j'ai comme valeur. Et puis quand j'ai ces feedbacks là, ça me refait dire oui, oui, j'ai mon discours structuré, je sais où je veux aller. Puis ces derniers temps, en fait, c'était aussi intéressant. On nous a dit, mais c'est marrant que vous êtes encore dans des réflexions à 2 ans, 5 ans, peut-être encore en changement. Oui, mais parce que en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de s'écouter soi personnellement. Là, qu'est-ce qui vient nous chercher personnellement? Parce qu'aujourd'hui, on vend certains types de prestations, puis on se dit, tiens, si on se projette, où est-ce que ça nous emmène? Et puis, il y a d'autres sujets, je pense, l'un comme l'autre, très humain, communication, qui viennent beaucoup nous chercher parce qu'on a été dans des situations d'entreprise, tu sais, où les gens collaborent pas beaucoup ensemble. C'est plus les uns contre les autres. Puis ça, moi, j'ai jamais compris ça. J'ai toujours été la collaboratrice qui embarque tout le monde. J'adore ça. J'adore faire que les gens collaborent et où je me dis, tiens, il y a cette partie-là, je collabore aujourd'hui avec les entrepreneurs, mais tu vois, notre service ne repose pas là-dessus. Puis, il y a des choses qui viennent me chercher. Donc, on m'a dit, là, tu sais, ça y est, ça prend, vous vendez, etc. Pourquoi vous êtes encore en train de vous poser des questions? Parce que justement, je suis entrepreneuse, puis je veux construire quelque chose peut-être de plus grand. Et puis, ce qui vient me chercher, si je me projette plus loin, c'est ça. Donc, s'écouter, je pense, c'est super important parce que faut garder toute cette énergie-là. Des fois, ça prend beaucoup d'énergie. C'est genre, par exemple, pour moi, la vente, des fois, je perds, j'ai une baisse d'énergie parce que tu te fais fermer des portes ou t'as pas de réponse. Par contre, quand tu as des belles rencontres, je reprends de l'énergie. Donc, c'est toute cette partie-là de savoir s'écouter aussi. On a eu un moment où on était très fatigué, puis de se dire, attends, là, on est fatigué, on accepte. Et comment on va retrouver au fur et à mesure de l'énergie pour toujours avancer, parce que c'est nous qui devons faire avancer notre propre entreprise. Là. Donc, c'est très précieux, je pense, de s'écouter aussi. Donc, c'est tous les feedbacks que les gens me font aussi sur moi-même, qui me font, moi, me reprendre confiance, puis me dire, oui, OK, c'est bon, j'y vais. La tendance qu'on entend ou qu'on peut entendre, c'est vraiment, vous êtes parti dans une gestion de produits chez Ubisoft. Là, maintenant, c'est ça votre entreprise, mais aussi là-dedans, vous prenez beaucoup l'itération, la mise en action. Mais là, dans ton partage aussi de la confiance, de s'écouter, c'est encore une fois la même thématique qui est on fait des choses, on essaie, on apprend, on réitère, on modifie, on s'ajuste. Puis, je crois que c'est justement une des plus belles qualités qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Puis on l'entend que c'est pour vous, c'est naturel de par votre expérience. Fait que là, c'est d'amener ça aux gens avec qui vous travaillez. Fait que je pense que vous avez vraiment une belle mission puis un bel impact sur les entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Pas de statu quo. On est toujours dans l'action. Alors, c'est pour ça que je te dis, il faut s'écouter dans, genre, comme on disait aussi le soir, on va s'arrêter. Ça, je pense que c'est important aussi. Mais c'est ça. Pas de statu quo. C'était déjà notre métier, effectivement, dans le passé, de genre, mais on sort pas d'une réunion sans avoir pris une décision, hein. Ou alors c'est quoi l'action, et de la même manière avec les entrepreneurs, comment on passe à l'action et comment on leur donne cette confiance-là, parce que des fois aussi c'est de la confiance, ou des fois c'est qu'on a tellement le nez dessus, même nous, hein, on a tellement le nez sur son propre sujet qu'aller chercher un regard extérieur, c'est vraiment aussi hyper important. Tu vois, c'est ce qu'on fait nous en ce moment là. On a été pris au programme Recharge. Mais c'est ça aussi qu'on va chercher, là, des coachs qui vont avoir un regard extérieur sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut aussi vraiment donner de l'air, en fait, de genre, déjà rassurer. C'est bien déjà tout ce que vous avez fait. Puis, mais oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est fou. C'est toi qui as les clés. Tu fais ce que tu veux, là. Tu peux tout tester, justement. Il n'y a pas de limite à se mettre. Faut les faire tomber, ces limites-là, je pense.
Ben, c'est super. Vas-y, Albin. Excuse-moi. Je pense que ça fait partie des enjeux, justement, qu'on peut tout faire. Et ça fait partie des choses qui, des fois, nous empêchent aussi de faire quelque chose. Il y en a tellement de possibles face à nous. Dans le monde de l'entreprise, la plupart des décisions sont déjà prises. On sait, il y a déjà une direction, il y a déjà un marché, il y a déjà une audience qui fonctionne. La machine est déjà lancée. L'entrepreneuriat, mais tout est devant nous. On peut faire ce qu'on veut. On peut changer de direction, on peut servir d'autres clients, on peut servir d'autres géographies, on peut changer d'offre, puis réussir à trouver la balance de temps en temps. C'est juste, ça fait peur d'être face à toutes ces possibilités. Il faut qu'on en choisisse une. C'est un peu, c'est grisant au départ. Puis une fois qu'on arrive à prendre sa décision et à y aller, je trouve que c'est là le beau côté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut continuer et choisir la direction qui nous plaît, puis foncer dans cette voie-là. En effet, ça apporte une certaine liberté, une flexibilité. Puis lorsqu'on s'écoute, qu'on met nos limites, qu'on se dit ça m'intéresse, ça me passionne, ça me donne de l'énergie, ben là, go, on poursuit dans cette route-là. Fait que je pense qu'une des choses que je retiens là, de votre partage, c'est de bien communiquer, de nommer ses limites, mais également de se dire, ben écoute, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action, de faire un pas à la fois, de se réajuster, de modifier pour qu'ensuite on soit capable plus tard de dire hey, voici tout le chemin que j'ai fait quand on regarde en arrière, mais pas trop se stresser avec ce qui s'en vient parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de possibilités, on peut tellement faire de choses que là, ça peut devenir étourdissant ou même freinant, là, ça nous empêche d'avancer. Complètement d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qu'on croise qui cherchent la solution parfaite avant de se lancer ou qui se comparent à des groupes qui existent depuis 15-20 ans, qui ont une superbe solution. Puis la première solution, elle sera jamais parfaite. La question, c'est pas d'avoir la meilleure solution possible tout de suite, c'est de commencer à construire quelque chose qui, plus tard, deviendra potentiellement la meilleure des solutions. Mais même les grands groupes, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous renvoie, tout ce que LinkedIn nous renvoie, les campagnes de pub, c'est des produits parfaits. Mais on oublie toute la phase de recherche qui a eu lieu avant. Donc, toutes ces belles voitures de luxe qu'on voit sont passées par des voitures de mauvaise qualité. Pareil pour les vêtements ou les chaussures ou les logiciels qu'on voit. Airbnb, les tout débuts, c'était vraiment pas ce que c'était aujourd'hui. Et puis, c'est devenu une des plus grosses entreprises, mais parce qu'ils ont accepté de commencer tout petit, c'était pas beau, ça marchait pas bien. Mais c'est pas grave. La différence entre eux et les gens qui n'ont jamais atteint ça, c'est qu'ils ont probablement commencé. Ils ont juste commencé à faire le premier pas, à lancer la machine, et au fur et à mesure est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. On peut toujours changer d'avis après, c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre partage. Pour vrai, c'est super, super inspirant. Puis je pense que c'est aussi rafraîchissant, comme tu le dis, d'entendre un peu le processus et non le résultat. On entend souvent parler des histoires à succès, des millionnaires et milliardaires, mais là, ils ont commencé où? Puis je pense que vous expliquez bien aussi vous incarnez bien le fait que c'est possible si on réfléchit à c'est quoi notre plan, comment qu'on va continuer à vivre, nous, de manière personnelle, parce que tout le monde a des comptes à payer, puis une vie à vivre. Et là, de se dire, parfait, je vais faire une étape à la fois. Fait que s'il y avait une dernière pépite d'or là, que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait? Vraiment, pour moi, de mon côté, faut commencer. Faut commencer petit, mais faut commencer. Il y a pas de crainte. Personne viendra juger ce qui se passe là. Et de toute façon, s'il y en a qui jugent, ce sera pas nos clients. Donc, c'est pas grave. Faut commencer par faire quelque chose. On va en apprendre. Et une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a commencé l'aventure, il y a peu de chances qu'on s'arrête. Ça va partir tout seul, ça va se développer tout seul. On va peut-être changer, mais c'est pas grave. Mais on n'aura jamais la chance de changer si on n'a jamais commencé au moins une fois. Donc, j'aurais vraiment tendance à dire, faut faire ce premier pas-là. Une fois qu'on est lancé, on va continuer à avancer naturellement et avec beaucoup plus de sérénité. Le premier pas, c'est le plus dur. Merci, Albin. Valentine? Et ouais, peut-être pour compléter, je dirais aussi écouter son feeling, tu vois, parce que il y a des fois, il y a des rencontres où si tu sens que ça clique, si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de commun même entre les personnes, puis il y a des fois, tu le sens pas. Faut l'écouter aussi, ça, parce que même quand on était employé, c'était des choses où, en apprentissage, tu vois, avec Albin, on se disait, tiens, ça serait à refaire, on aurait dû écouter notre premier feeling. Et je trouve qu'en entrepreneuriat aussi, en fait,
des fois, d'accepter tout ce qui passe, ce serait pas forcément non plus bon parce que en fait, si tu as un mauvais feeling, dis-toi qu'après la suite, elle peut être aussi dure à passer. Donc, je dirais peut-être c'est ça aussi, s'écouter là. Des fois, on a des petites intuitions, puis elles sont bonnes. Et quand tu disais structurer, il y a aussi sortir ce que vous avez de la tête, le poser sur le papier. Parce que notamment là, rien que nous, on est deux, et en fait, on fait chacun notre bout de chemin des fois de réflexion. Et puis comment tu t'assures que tu es aligné, c'est en mettant sur le papier. Puis il y a plein d'entrepreneurs aussi qu'on rencontre où justement on les aide à mettre sur le papier. Et puis d'un seul coup, ils voient la situation, ça devient plus clair. Puis ça fait que entre des fondateurs et même des premiers employés, tu vois en fait si tu es aligné. Et même dans les plus grandes structures, rien que chez Ubisoft, c'est en visualisant un peu une stratégie ou des priorités. C'est comme ça que tu vois, est-ce qu'on dit la même chose, est-ce qu'on est aligné? Et puis là, au moins, tu es sûr que dans 15 jours, il n'y a pas quelqu'un qui revient puis qui est parti complètement dans une autre direction. Donc, sortir ce qu'il y a dans sa tête, et même si c'est 2 boîtes dans un slide, des fois, ça peut juste faire du bien pour aussi reprendre de la clairvoyance, je pense. Ah, mais merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours, votre expérience avec nous. Si les gens veulent en apprendre davantage, veulent apprendre à vous connaître et connaître votre entreprise, quelle est la meilleure manière de prendre contact avec vous? LinkedIn. Nous écrire sur LinkedIn, ça nous fera bien plaisir de prendre aussi un café virtuel. On adore ça, faire des nouvelles rencontres. Merci pour votre temps, puis au plaisir de se recroiser bientôt. Oui, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.